hiver dans la forêt boréale, il était prévu que le nomadisme reprenne. Mais dans les circonstances actuelles, sans adresse fixe et avec des températures encore parfois négatives, où aller pour se confiner? Nous avons donc pris la route au-delà des Rocheuses, en direction des montagnes de la Colombie-Britannique pour passer les prochaines semaines. Combien de semaines, combien de mois, personne ne sait vraiment ce qu'il adviendra du monde d'ici là. Donc pour l'instant, les nomades se posent au pied des montagnes, sous le ciel bleu, en attendant que l'orage passe. Bonjour à tous, 8 avril 2020 aujourd'hui. On a un programme assez chargé dans cette vidéo parce que on va parler de plusieurs trucs. On va parler de l'impact de cette crise internationale sur les nomades à temps plein. Et je crois que ça va être peut-être une vidéo toutes les semaines où on va un peu parler des nouvelles, un peu comme une sorte de votre journal télévisé, téléjournal hebdomadaire des nouvelles du front. Alors, c'est clair que cette crise internationale, cette pandémie, elle a un impact sur tout le monde et particulièrement les nomades parce que quand on n'a pas de chez soi, comment se confiner chez soi? Pour l'instant au Canada, la situation elle est assez libérale, c'est-à-dire qu'on peut quand même sortir de chez soi, il y a des règles à respecter, on peut toujours faire du vélo, toujours faire des activités dehors, surtout moi où je me trouve, dans la prochaine vidéo je vous en parlerai. Mais je crois qu'en Europe, c'est très différent. Les interdictions sont nombreuses et donc ça a un impact sur notre liberté de mouvement, qui est pourtant un droit fondamental dans nos constitutions, peu importe où on vit aujourd'hui, les constitutions des pays démocratiques, la liberté de mouvement, c'est le numéro 1. Et cette crise, elle a amené vraiment un point assez intéressant que finalement, cette liberté de mouvement, elle n'est pas acquise, elle n'est pas à prendre pour acquis. Donc, un programme chargé aujourd'hui pour parler de ce sujet-là, mais d'abord, j'aimerais remercier tous les gens qui ont supporté les auteurs et moi-même de ce recueil, Les routes de nos vies, sur les routes de nos vies, le livre collectif, donc, qui a eu une très bonne réception et je vous en remercie. Tous ceux qui ont acheté le livre, soit en version papier, il devrait arriver dans les prochains jours chez vous, je viens de finir toutes les commandes, et aussi en version numérique. Donc si vous ne l'avez toujours pas, vous pouvez aller dans les liens dans la description pour vous le procurer dans la version que vous préférez. Donc merci à tous. Je crois que, en fait, je m'y attendais un peu quand j'ai travaillé sur ce recueil, je m'y attendais un peu parce que je savais que ça inspirait beaucoup de monde, mais j'ignorais qu'on serait dans un moment tel où les gens sont chez eux et où l'inspiration au voyage et à la vie simple et aux choses de dehors, finalement, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Et donc, c'est assez cool de voir que ce recueil fait sa petite vie. Donc, on est à peu près à, je pense, 200-300 exemplaires vendus, ce qui est une très bonne chose. Aujourd'hui, les livres à 500 exemplaires, vous êtes un best-seller. Donc, bravo à tout le monde. Et encore une fois, j'ai hâte de pouvoir partager toujours plus de choses avec vous. C'est le but de cette chaîne. Alors, le sujet de cette vidéo. C'est sûr que ça a un impact, ce confinement, d'abord à tous les gens. Et moi, quand je vais faire mon épicerie, je réalise à quel point on est chanceux d'avoir des gens qui, bon, ils travaillent, mais ils travaillent pour nous. Et ils prennent des gros risques. Donc d'abord, merci à tous ceux, on parle beaucoup évidemment des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, mais on ne parle pas assez des gens qui, tous les services un peu essentiels. Je parle évidemment des magasins d'alcool. Non, je rigole. Non, je parle évidemment de tous les gens qui travaillent dans les épiceries et qui prennent beaucoup de risques, les agents de sécurité, les gens à la caisse, les gens qui fournissent tous les étalages, enfin vraiment tout, et aussi tous les gens qui travaillent dans le milieu de la production agricole.
c'est à la fois un moment assez intense parce que tout le monde commence à faire son pain, tout le monde commence à cuisiner vraiment beaucoup plus qu'avant. Donc c'est une chose très positive. Les gens commencent à planter. C'est très très bien tout ça, que tout le monde commence à planter son jardin et tout ça. Et je crois que c'est un des aspects positifs de cette crise-là. Et donc merci à tous ceux qui, si vous regardez cette vidéo et que vous faites partie des gens qui travaillent encore et qui ne sont pas en confinement, parce que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux partagent leur confinement, ils disent oh je suis confiné, oh là là. Mais en ce moment on voit un peu aussi une sorte de réalité sociale où il y a les gens qui ont la chance plus ou moins on leur demande de rester chez eux, donc ils restent chez eux. Et il y a ceux qui travaillent et ceux qui permettent aux autres de rester chez eux et tout en confort, dans tout confort. Donc je crois que c'est un point assez intéressant de cette crise à relever, qu'on relève peut-être pas assez. Mais revenons au sujet, en tant que nomade, c'est quoi la réalité? Eh bien, moi, le printemps arrivait et il était temps de revenir sur les routes, repartir sur les routes. Et le plan, c'était de rester dans l'ouest pour un bout. Vous savez que je recherche plus ou moins activement, parce que la vie en van, c'est toujours ce qui me passionne, mais aussi la vie proche de la terre, ça me passionne beaucoup, donc je recherche une terre. Donc, j'économise pour une terre. Et le but, c'était de retourner au Québec, peut-être au fur et à mesure du printemps et de l'été. Mais là, en ce moment, eh bien, on est un peu en stand-by, tout est arrêté. Donc, c'est quoi la réalité en tant que nomade? Eh bien, c'est qu'on ne peut plus bouger. Donc c'est sûr qu'il y a plusieurs alternatives quand on est dans cette situation-là. On peut trouver d'abord un endroit calme, proche de l'eau, proche d'un petit village, assez pas trop loin pour faire ses réserves, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, de ressortir pour aller acheter de la nourriture. Et c'est une des options qui était possible. Mais on a eu un hiver assez long, et en Alberta particulièrement, c'était assez long, et donc on a pris la direction de la Colombie-Britannique, où il fait aussi un peu froid le printemps, mais peut-être un peu moins froid. Et c'était d'abord de se poser la question si on allait trouver un endroit où se poser avec le petit camper et de vivre notre vie. Alors c'était possible, mais on ne savait pas ce qui arriverait ensuite, c'est-à-dire que ce n'est pas autant qu'en Europe, mais l'accès aux régions est assez limité. Tous les déplacements, évidemment, ne sont pas conseillés, donc on ne veut pas contribuer à ça en tant que nomade. Déjà, là, on est dans un endroit assez local, on reste dans un périmètre de peut-être 15 km pour aller faire nos courses, et je me sens mal d'être avec mon camper qui est en plus immatriculé au Québec, être en Colombie-Britannique, parce que ça donne l'impression qu'on est en train de voyager. Et je pense qu'il y a un nouveau stigmate sur les voyageurs. Alors c'est assez drôle de voir le stigmate qui avant était les gens qui viennent de Chine et qui toussent. Ensuite le stigmate c'était les gens qui viennent d'Italie. Ensuite c'était un peu tout le monde. Et là maintenant c'est les gens qui voyagent. Donc il y a un peu un stigmate sur les gens qui bougent. Avec raison en ce moment. La deuxième solution c'est aussi rester à un endroit chez sa famille. Alors ça c'est une solution qui a été beaucoup prise parmi beaucoup de gens qui vivent en van. Revenir chez soi, c'est quand on a la chance de pouvoir avoir un toit et de juste rester là et attendre que tout ça, ça passe avec patience. Prendre son mal en patience, c'est un peu ce que tout le monde fait. Où il y a beaucoup d'entraide sur les groupes de vanning aussi, beaucoup de camping longue durée qui sont ouverts pour les snowbirds, pour les nomades qui sont revenus plus tôt, qui ont dû revenir au Canada ou chez eux. Il y a beaucoup d'entraide dans ces groupes-là, et donc ça c'est très cool en fait. Les groupes de nomades sont beaucoup entraidés, ceux qui avaient une terre par exemple, qui accueillaient des gens et qui arrivaient à garder beaucoup de distance, parce que bon, il faut toujours garder ça à l'esprit, de garder de la distance entre les gens, et on appelle ça distance sociale, mais c'est un peu, je trouve ça un peu ridicule d'appeler ça distance sociale, parce que ça encourage les gens à être méfiants envers les autres, alors qu'en fait on pourrait juste appeler ça distance physique, et il suffit juste, on peut faire un sourire à quelqu'un à 2 mètres de nous. C'est faisable, oui, même derrière un masque ou quoi, tout ça c'est faisable, mais distance sociale c'est un peu comme se replier sur soi-même, ce qui est un truc que beaucoup de gens font déjà, donc c'est comme un peu dommage d'avoir appelé ça distance sociale, mais en tout cas c'est ça qui est ça. Donc c'est une des alternatives. Ensuite vous pouvez faire du woofing localement. Là en ce moment la saison eh bien, recommence, la terre revit, et il va y avoir une grosse pénurie de main d'œuvre. Parce que, ça aussi, une des réalités sociales de notre monde aujourd'hui, c'est que la main-d'œuvre des récoltes, la main-d'œuvre pour planter, la main-d'œuvre agricole, elle vient beaucoup d'ailleurs. Et ça, c'est vrai partout dans le monde. Et donc, on va réaliser que notre nourriture locale
à moyenne échelle, disons, elle dépend beaucoup de cette main-d'œuvre-là qui ne va pas nécessairement être là quand ça va être le temps de récolter. Et je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives partout dans le monde aussi qui commencent à émerger pour aider les agriculteurs et les fermiers à passer cette période-là parce que, eh bien, sans fermier, pas de nourriture. Ça, c'est la base. Donc, il y a une de ces alternatives qui est de faire du woofing ou d'être saisonnier à un endroit. Et donc, en échange de ce travail-là, vous allez aussi pouvoir avoir un endroit plus stable où vous allez rester. Et donc, ça peut être une très bonne expérience aussi, malgré la situation. Il y a beaucoup de fermes aussi dans la vallée où je me trouve. Donc, c'est un des trucs que si le confinement dure plus longtemps, confinement entre guillemets, parce qu'évidemment, moi ici, j'ai la chance de pouvoir sortir tous les jours. Je ne suis pas à un endroit à l'intérieur tout le temps. Et il y a l'autre situation qui est un peu similaire à ça, qui est de louer un endroit. Et surtout en ce moment, nous c'est ce qu'on a fait avec Marina, parce qu'on est quand même deux, faut se le rappeler, et on est dans un pays où il fait encore froid au printemps, donc on s'est dit que pour le mois d'avril, on allait louer un endroit, et on s'est dit, il faut avoir cette idée-là, c'est que sur Airbnb, toutes les plateformes pour louer au mois sur Airbnb, c'est comme complètement inabordable. Pour moi, en tout cas, on parle de milliers, 2000, 3000 dollars par mois pour louer une petite maisonnette ou n'importe quoi. Mais dans cette situation-là, le problème, c'est que les gens qui ont des Airbnb, eh bien, tout a été annulé. Donc, il n'y a plus rien. Et je sais qu'au Québec, même, ils ont interdit les Airbnb pour les saisonniers, c'est-à-dire les gens qui louent au week-end ou quoi. Mais quand on est nomade, peu importe les interdictions qu'au Québec arrivent ou quoi, qui parfois sont un peu ridicules, c'est une situation qui est assez avantageuse parce que vous pouvez négocier avec les gens qui, au lieu d'avoir zéro revenu, parce que ça reste un business de louer quelque chose, peuvent avoir un loyer sur 1 mois, 2 mois, dépendamment de combien tout ça va durer, si vous êtes vraiment, si vous pouvez si c'est abordable pour vous, parce que moi j'ai passé les 4 derniers mois, voire les 5 dernières années sans loyer, donc là c'est sûr que ça fait mal de payer un loyer, j'ai jamais fait ça, mais on a littéralement divisé par 3 le loyer initial en échange de un petit loyer. On va aussi également peut-être aider la madame ici à faire son jardin parce que la saison est en train de reprendre, à planter des petites salades, des petits trucs et faire sortir les chiens, à les sortir sur la montagne, les sortir et tout ça. Donc c'est un échange de services. Moi je crois beaucoup en ça, vous le savez, les échanges de services c'est peut-être le futur, c'est le présent, mais c'est aussi le futur et ça permet à tout le monde d'être plus heureux parce que nous on paye moins cher, voire zéro. Et les gens, en échange, ils ont quelque chose. Donc, c'est gagnant pour tout le monde et ça met un peu en perspective notre volonté de gagner toujours plus et tout ça. Quand on peut avoir le minimum pour vivre et pour être confortable. Oh, un très beau papillon. Et quand on peut avoir le minimum pour vivre et être confortable, ben, ça vaut la peine. On voit que c'est très avantageux pour tout le monde de voir la vie de cette manière-là. Donc en tout cas, voilà toutes les choses que vous pouvez faire en tant que nomade, et pas que, en fait, aussi en tant que personne qui vit cette crise-là, parce que ça va durer, et que ça dure encore quelques semaines ou encore quelques mois, ça change beaucoup de choses. Donc j'espère que vous vivez bien cette période-là. Vous pouvez me raconter un peu vos anecdotes dans les commentaires ou me contacter directement si vous voulez qu'on en parle. Je pense que ça pourrait être une bonne source d'inspiration, encore une fois, pour les autres, parce que ça sert qu'à ça. Là, YouTube, le divertissement, on est sur du divertissement sur YouTube, ça sert juste à discuter, et faire évacuer un peu la vapeur, et de s'entraider, en tout cas, vous avez compris. Donc, portez-vous bien, restez chez vous, j'imagine, et je vous dis à la prochaine vidéo. Je pense que je vais vous amener faire un tour dans les montagnes un peu pour vous donner un peu d'air. Donc on se dit rendez-vous dans 2-3 jours. Allez, ciao!